Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima TV pour un nouveau numéro de la revue. Un gros plan sur ce fléau qu'est le sida ce soir à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie, traditionnellement le 1er décembre. Les chiffres récents de l'épidémie en PACA ne sont pas bons, ils sont même assez alarmants. On note une recrudescence notamment chez les jeunes et la population homosexuelle, une recrudescence des déclarations de séropositivité. Quelles sont les raisons de cette tendance plutôt inquiétante ? Le point ce soir avec le docteur Meir Nesri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital de Martigues. La courbe repart à la hausse en PACA depuis quelques temps. Est-ce que l'on a des explications à cela, notamment, je le disais, plutôt chez les jeunes? Alors, il s'agit de déclarations de contamination chez les jeunes et chez les populations homosexuelles. Alors, effectivement, il faut bien faire un distinguo entre ce qui est déclaration de séropositivité, puisque maintenant, c'est une déclaration obligatoire, et ne pas confondre avec les déclarations de cas de sida qui représentent la maladie avérée. Alors là, il est vrai que la région PACA est donc la deuxième région concernée après l'Île-de-France, en ce qui concerne le nombre de séropositifs. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Ça a toujours été le cas. Avec quand même, on va dire, une moindre fréquence des populations subsahariennes, ou en tout cas des populations étrangères. Hein. C'est ce qui quand même modifie beaucoup le profil épidémiologique en région parisienne. Alors actuellement en région PACA, on considère qu'il y a, les estimations sont à 400 nouvelles contaminations par an pour toute la région PACA. Et la contamination se fait par deux modes essentiellement qui sont à peu près égaux en proportion, c'est-à-dire qu'il y a autant de contamination par voie hétérosexuelle que par voie homosexuelle, en sachant qu'il y a quand même depuis quelque temps, on va dire d'une part un relâchement des messages de prévention, en ce sens que il faut répéter les évidences, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a des messages répétitifs en ce qui concerne la prévention routière, je veux dire, il faut répéter les évidences, il faut le savoir, dans la vie c'est comme ça. Les évidences, il faut les répéter. Et donc, mais alors, il y a moins de vigilance, c'est ça? On prend moins de précautions? Il y a moins de prévention en général. Il y a beaucoup moins de campagnes, par exemple, en dehors du sida action. Il y a quand même beaucoup moins de messages publicitaires comme on envoyait, par exemple, à la télévision. Mais alors, c'est une volonté des pouvoirs publics. Pardon ? C'est une volonté des pouvoirs publics. Alors, c'est pas qu'une volonté des pouvoirs publics, c'est quand même un problème citoyen. Ça veut dire que chacun dans son coin doit développer une prévention. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, bien sûr, je dois traiter, mais j'ai aussi un rôle dans la prévention. On était beaucoup sollicités, on l'est encore un peu, mais par exemple, il y a une prévention à faire au niveau des collégiens, au niveau des lycéens, au niveau, on est allé parfois dans les foyers de travailleurs immigrés. Je veux dire qu'il y a quand même là des messages à développer et à renouveler, à pérenniser, des messages qu'on a tendance à... Alors après, est-ce que le fait que la maladie, j'allais dire la chronicité de la maladie, mais le fait que la maladie devienne, avec les traitements de plus en plus... qui retardent l'apparition de la maladie en elle-même, favorise un relâchement des comportements. On se dit, finalement, je serai séropositif à vie et non plus malade du sida. Voilà. Alors, effectivement, si vous voulez, il faut quand même bien voir qu'actuellement, il y a une cassure dans les cas de sida déclarés, parce que depuis 1997, depuis l'avènement de la trithérapie, il y a une chute spectaculaire du nombre de sida, parce que effectivement, on a de très très bons résultats lorsqu'on traite les gens. Le problème, c'est l'accès au traitement. En France, c'est pas le problème, mais il faut savoir que l'épidémie, elle est mondiale, et que le virus, il ne s'arrêtera pas aux frontières. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, de par le fait que les gens traités sont quand même après en bonne santé, qui peuvent continuer à avoir une activité professionnelle, etc. Donc on banalise un peu cette maladie par rapport à la stigmatisation initiale où on avait toujours des photos de sida vraiment dans des états, je dirais, épouvantables. Et donc de ce fait, il y a effectivement une certaine tendance à se dire que maintenant, si malheureusement j'attrape cette maladie, je serai traité. Il y a deux problèmes quand même qui restent. C'est que être traité, c'est bien, mais c'est être traité à vie. D'accord ? Donc un traitement. Oui, c'est un traitement lourd. On n'arrête jamais le traitement. Oui. C'est sûr qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, 4 ou 5 ans, il y avait ce qu'on appelait des projets d'interruption thérapeutique programmée. On en est revenu maintenant quand on traite, pour l'instant, on traite à vie. À vie.
Ça, c'est la première chose. Donc, il y a le problème, d'une part, du traitement chronique et de ses complications, parce que c'est quand même n'importe quel traitement en médecine a toujours des effets secondaires. Quand vous le prenez pour quelques jours, les effets secondaires sont moindres, mais quand vous le prenez dans la durée... Et donc, maintenant, il y a une problématique, et on avait fait il y a 4 ou 5 ans en arrière, la journée du mondial du sida, c'était vivre avec le VIH, ce que ça représente comme contrainte en prise de médicaments. Oui, puis ça signifie ne pas sauter un jour, ne pas oublier, tout à fait, etc. Tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc, donc si vous voulez, il y a ce premier problème qui est le problème de la durée du traitement. Le deuxième problème, c'est le coût du traitement. Hein, il faut bien savoir que là aussi, quand vous êtes dans une pathologie aiguë, même si elle coûte très cher, une fois que le traitement est terminé, il est terminé. Alors que là, si vous traitez quelqu'un pendant 20 ou 30 ans, il faut savoir ce que ça coûte. Et donc, si on peut éviter d'être dans cette inflation de dépenses, surtout dans ces périodes de crise, il y a quand même un intérêt certain pour la société en général. Et puis, on parlait de la prévention face à la maladie. Le dépistage, et notamment le dépistage précoce, est en cause. 36% des personnes qui sont diagnostiquées en PACA le sont au moment où ils développent la maladie SIDA, ce qui est quand même une personne sur 3. Là encore, la prévention ne passe pas. La prévention, les messages de prévention et d'incitation au dépistage ne passent pas. Il y a actuellement en France, on va dire, en gros, 130 séropositifs. Sur ces 130 000 séropositifs. Entre 130 000 et 150 000. Sur ces 150 000 personnes, il y en a 50 000 qui ignorent leur séropositivité. À partir du moment où ce sont des gens qui sont ignorants de leur séropositivité, on peut quand même se dire que, au niveau de la prévention, ils ne sont pas, entre guillemets, ils ne doivent pas être très préoccupés par cet état de fait, dans la mesure où, malheureusement, eux-mêmes ne se sont pas protégés. Voilà, ils ont déjà attrapé la maladie. Donc vous nous dites que ces personnes-là, qui laissent, sans le savoir, le VIH se développer, ont une charge virale très importante, et lorsque ils ont des rapports non protégés avec d'autres personnes, ils transmettent d'autant plus facilement la maladie. Voilà, donc l'enjeu du traitement, c'est quand même de diminuer la charge virale, ce qui permettra de diminuer la fréquence des contaminations, parce que ça, quand même, on le sait, que plus la charge virale est basse, moins le risque infectieux est important. On le voit, par exemple, dans le problème de la transmission materno-fétale. Quand on prend les femmes en charge pendant la grossesse et qu'on les traite, on n'a pratiquement plus d'enfants qui naissent séropositifs actuellement. Donc, prendre quelqu'un très tôt, le traiter très tôt, c'est à la fois... évidemment un avantage pour lui, mais aussi une protection pour ses proches. Tout à fait. Et les gens qui le fréquentent. On parlait de la chronicité de la maladie. En soi, c'est tout de même une relative bonne nouvelle. On ne meurt plus ou moins du sida. Bien sûr. Mais d'un autre côté, il y a du relâchement. Tout à fait. Bon, alors, parlons des messages de prévention cette fois-ci. Revenons à la prévention, docteur. Oui. Faut-il des messages d'abord plus nombreux et plus chocs? Ça dépend de la population à laquelle on s'adresse. Quand vous voulez faire de la prévention au niveau de la prévention, au niveau par exemple des messages de prévention routière, parce que quand même l'enjeu c'est quand même les adolescents et les sujets jeunes. Hein. Un enjeu important, je dirais, parce qu'il y a des contaminations sur le tard lorsque les couples se défont. Par exemple, nous, vous savez qu'il y a eu un pic de divorce à la soixantaine, et malheureusement, nous, on a été confrontés à pas mal de gens. Au niveau des jeunes, c'est donc il y a des personnes de plus de 60 ans bien sûr, avec le VIH. Bien sûr. Qu'on diagnostique, après, qui sont contaminent à l'occasion de refaire leur vie, hein, parce qu'on n'est pas tout de suite dans le... Voilà. Alors, au niveau des adolescents, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas que c'est un peu plus compliqué, mais... Le message, l'adolescent, entre guillemets, se considère immortel, et le rapport à la mort, c'est pas du tout le même qu'un adulte. Donc, il faut plutôt faire un message de vie, c'est-à-dire que les enjeux par rapport à la vie prochaine que par rapport à la mort immédiate. Un adolescent, quand vous lui dites qu'il faut se mettre un casque pour se protéger... je veux dire qu'il ne reçoit pas le message, sauf si on lui montre Prost dans une voiture, protégé, etc. Vous voyez, il faut qu'il y ait quand même le problème, le simple message, en disant, entre guillemets, mortifère, ça ne passe pas très bien chez les adolescents. Donc il y a les enjeux chez la jeune femme, justement, faut être plus pédagogique, de la grossesse, voilà, de l'avenir, quoi, de l'avenir. Et je pense que là, alors, il y a quand même des messages qui passent, mais il y a des situations de relâchement... Alors après, il y a le problème, on va dire, entre guillemets, de la maîtrise de sa sexualité. Je veux dire que, notamment chez les adolescents, est-ce que la première fois, on a toujours un préservatif dans la poche, etc. Enfin voilà, c'est un peu toute cette problématique.
On va aborder l'aspect encore un peu, beaucoup tabou de la maladie, de tout ce qui entoure la maladie. Avant ça, tout de même, on va parler cette fois-ci du dépistage. Comment raisonnablement aller faire un dépistage parce qu'on a un doute et non pas courir chaque mois pour aller faire un dépistage. Alors, si vous voulez, le dépistage, d'abord, il est vivement recommandé dans beaucoup de situations maintenant. Par exemple, en prénuptial, enfin, il y a quand même des moments dans la vie. Alors, donc, rapport non protégé, un préservatif qui explose. Tout à fait. Et puis une seringue partagée. Voilà, et puis un dépistage systématique lorsqu'on se met en couple, pas lorsqu'on se marie. Parce que quand on se marie, il y a une obligation entre guillemets prénuptiale. Mais maintenant, vous avez quand même des gens qui sont en couple pendant des années. Et qui se marient plus tard. Il faut qu'ils se marient plus tard. Et donc, c'est peut-être intéressant de le faire au début de la relation. Parce que là aussi, nous, au début de l'épidémie, on a eu énormément de surprises. Alors, parlons concrètement à la suite d'un rapport non protégé. Est-ce que l'éventuel virus est détectable, la charge virale est détectable immédiatement? Est-ce qu'il y a toujours un délai de séroconversion? Est-ce que les résultats sont rapides? Tout à fait. Alors, si vous voulez, quand même, les anticorps, il faut savoir qu'ils apparaissent en moyenne au minimum entre 2 semaines et 1 mois. Donc il y a quand même une période on va dire, de silence en ce qui concerne simplement les tests de dépistage qui sont basés sur les anticorps. D'accord. Donc quand vous avez un rapport... Donc il y a des tests de dépistage rapides tout de même ou pas? Il y a des tests de dépistage rapides, ça veut dire que la réponse est rapide. D'accord. Alors, ça veut dire que la réponse est rapide. Mais ça a quand même des écueils, parce qu'ils sont très chers. Parce qu'un test de dépistage rapide, c'est un test que vous allez acheter en pharmacie. Oui. C'est une bandelette, simplement, qui coûte très cher parce que, si vous voulez, la technique coûte très cher par rapport au dépistage qu'on fait, nous, en masse, avec des machines. Mais c'est très intéressant dans les pays où justement, on n'a pas à avoir cet investissement technologique de machines, etc. Mais c'est quand même des tests qui coûtent très cher. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez un rapport suspect, le test du lendemain ne vaut rien. Le test du lendemain... Ça ne sert à rien de se précipiter dès le lendemain? Non, si, c'est important de le faire parce que vous êtes pris en charge par parce que, si vous voulez, d'abord, c'est important de connaître votre propre statut de séropositivité par rapport, si vous voulez, à un incident que vous voulez éventuellement incriminer. D'accord? Donc, le test du lendemain, il est négatif. Et par rapport au risque qu'on évalue, avec... selon le type de rapport, selon le profil de la personne, à ce moment-là, parfois, on fait des traitements préventifs. C'est-à-dire que lorsqu'on considère qu'un risque est potentiellement contaminant, on va traiter les personnes pendant 1 mois, et au bout d'un mois, on s'assure qu'il n'y ait pas eu de séroconversion. D'accord. Et puis, très souvent, on essaye, entre guillemets, de tester le sujet source. Enfin, si vous voulez, par exemple, quand nous, on a un accident, qu'on se pique avec une aiguille à l'hôpital, on fait un test en urgence à la personne avec laquelle on s'est piqué. Bien sûr. Voilà. Donc les principales freins à ce dépistage, n'est-ce pas finalement encore beaucoup de tabous autour de cette maladie, des peurs, voire des idées reçues complètement idiotes aussi? Le problème, si vous voulez, il n'y a pas que ça. Il y a que, même si on dépiste toute la population, on aura un instant T. Mais il faut savoir qu'est-ce qui sera passé 2 mois après, dans la mesure où on est dans une relative liberté sexuelle, et que donc, et que quand même, on ne peut pas tester les gens entre guillemets tous les jours, parce que ça coûterait très 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 cher. Donc il y a aussi ce problème-là, c'est que le dépistage, il est valable un temps, mais c'est pas indéfini. Oui. Voilà. Donc il y a des gens. Par exemple, nous, on a pour habitude de proposer systématiquement un dépistage annuel chez les gens qui sont sérodifférents, que ce soit un couple homo-hétérosexuel, même s'il n'y a pas eu d'accident de préservatif, on recommande une fois l'an de faire quand même un test. Voilà. Beaucoup de tabous encore. Pour terminer là-dessus, on parle volontiers de sa maladie, on en parle à sa famille, on en parle à son patron, on va dire son compagnon ou sa compagne. Ça sûrement, c'est obligatoire, je pense. Mais on va dire que ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Mais on va dire que ça va mieux parce qu'on a la certitude maintenant qu'il n'y a pas d'autres modes de contamination que par la voie sanguino-sexuelle. Et donc, au niveau médical, il n'y a plus du tout d'exclusion. Alors qu'au départ, on ne savait pas trop. Mais maintenant, si vous voulez, moi, très clairement, dans mon service, les gens qui sont séropositifs côtoient des gens qui ne sont pas séropositifs. Il faut le savoir. Et que moi, quand je vais manger au self de l'hôpital, je mange dans une assiette dans laquelle on a vraisemblablement servi un patient séropositif 3 jours avant et qui n'a aucun risque. Donc ça, je crois que c'est le message le plus important. C'est que la contamination... Elle est sanguino-sexuelle. Elle est sanguino-sexuelle. Et sortie de là, donc, on n'a pas de risque. On n'a pas de risque... voilà. Docteur, on arrive au terme de cette émission. Ouais. Une journée comme celle de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre.
Les messages à rappeler, c'est évidemment la protection, Tout à fait, la prévention, tout à fait, le dialogue éventuellement, bien sûr. et essayer... Et puis la chance qu'on a quand même d'être dans un pays où on a accès au traitement. Merci Ça, d'avoir c'est- été notre invité. Je vous en prie. Merci Dr Nestri, médecin, je le rappelle, à l'hôpital de Martigues. On se retrouve quant à nous demain. Bonne soirée sur Maritime. Salut.